Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre premier épisode littéraire avec notre invité Jean-Michel Espitalier, qui est un habitué de la librairie Les Insolites, puisqu'il fut déjà invité pour présenter son roman précédent qui s'appelait La Première Année, qui était une sorte de journal de deuil, de journal d'accompagnement dans la maladie de sa compagne. Jean-Michel vient de publier un livre avec un titre très fort et très coup de poing qui s'appelle « Tueur » au pluriel, aux éditions Inculte. Un livre qui est composé de fragments qui ont été écoutés, visionnés et écrits à partir de propos soit de mercenaires, soit de meurtriers qui ont fait les guerres, soit de dignitaires nazis. Enfin voilà, il y a toute une galerie de portraits assez effrayante qui constitue notre société et notre humanité. Et je suis très heureuse de rencontrer pour cette radio et pour cette première émission qui va donc inaugurer toute une série de rencontres, Jean-Michel, parce que Jean-Michel est un auteur qui sait dire de manière très intense et très profonde et à la fois parfois avec beaucoup de distance et de légèreté des choses sévères. Dans le précédent livre, dans La Première Année, nous parlions de mort, de deuil, de maladie. Et ici, on parle des pulsions de mort, d'assassinat, qui sont animées par des idéologies. J'ai envie de poser une première question à Jean-Michel. Quelle est la genèse de Tueur ? Comment t'est venue cette idée d'un tel texte, alors qu'on peut qualifier de roman, mais en réalité, on est vraiment à la frontière entre l'essai, la réflexion. Il y a une sorte d'inventaire à la Pérec de ce qui fait l'horreur de notre humanité ou inhumanité. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous, toutes et à tous. Alors en fait, ce livre, il y a très longtemps que je le porte en moi, que cette question m'intéresse. En fait, je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup à la question de la guerre, d'un point de vue philosophique, enfin d'un point de vue de toutes les guerres. Et puis, il y a eu plusieurs événements très très précis, notamment la chute de Srebrenica en juillet 1995. Et j'ai assisté à la radio en direct à l'entrée des troupes serbes de Mladic. Et le reporter nous disait, ça y est, je vois arriver les troupes de Mladic, ils sont là, les casques bleus se retirent, parce que et en direct, on savait qu'en fait, les Serbes de Bosnie allaient massacrer les populations civiles. Enfin, tout le monde le savait, et quelqu'un nous le disait en fait entre les lignes en direct. Il nous disait voilà, et moi, j'étais à Paris, je suis allé me coucher, je me disais mais moi je vais dormir. En bas, j'entendais les cafés, tout allait bien. Moi, je vis à Paris, et au même moment, je savais qu'à 2 heures d'avion de Paris, des gens allaient en assassiner d'autres pour des raisons idéologiques, etc. Donc ça m'a beaucoup marqué. Le deuxième événement, c'est un peu plus tard, c'est en 2003, alors exactement en 2004-2005, quand YouTube a été créé, et qu'on a commencé à diffuser des vidéos, notamment de Marines américains, lors de l'invasion de l'Irak en mars 2003. Et là, c'était la première fois en fait que la guerre était filmée par ceux qui la font, parce que le récit de la guerre, il s'est beaucoup rapproché. À l'époque de Napoléon, c'était des récits qui étaient publiés 10, 20, 30 ans plus tard. Après, il y a eu la radio, il y a eu d'abord la presse écrite, etc. Mais il y avait un délai. Et puis peu à peu, donc le temps se rapproche. Et on voyait, donc sur Internet, on pouvait voir des images de crimes de guerre. C'est ça d'ailleurs qui était assez dingue, parce que ces jeunes Marines ou GI qui flinguaient des civils dans les rues de Bagdad, un peu comme des proies, en s'amusant, ils se filmaient. C'est-à-dire qu'en même temps, ils se mettaient en danger d'un point de vue de la loi, parce que il était facile après, d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé, de documenter leur possible futur procès. Et alors ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait pour moi la question du crime de guerre, enfin le criminel de guerre, pour moi c'est quasiment du noir et blanc. C'est des nazis, c'est des SS. Bon, un peu le Rwanda, mais on a très peu d'images. On a des images des victimes, mais on a très peu d'images d'actes de violence. Ce sont des conflits lointains. C'est le Vietnam, mais le Vietnam, c'est pareil. C'est un quadrichromie années 60-70, donc c'est un peu faible, etc. Et là, tout d'un coup, on voyait des images numériques très
et avec des gens qui avaient plutôt des belles gueules, enfin une espèce d'américain genre Hollywood, quoi. Mais on se dit, mais c'est pas Hollywood, là, c'est vraiment du vrai. Et là, je me suis posé la question, je me dis, mais en fait, le criminel de guerre, c'est pas un psychopathe, c'est pas un type qui ressemble à un monstre, c'est vous et moi, c'est monsieur tout le monde. Donc ça a été une sorte de choc, enfin j'ai appris quelque chose, évidemment qu'on sait, mais là je le voyais en direct, quoi. Et puis, donc du coup j'ai commencé évidemment à beaucoup me documenter, et évidemment, j'ai beaucoup lu Hannah Arendt, notamment son livre sur le Eichmann à Jérusalem, où elle défend cette notion devenue célèbre de banalité du mal. Alors, tout à fait. elle a mal été comprise parce elle a mal été comprise au début. On a pensé qu'elle disait que le crime nazi, que la Shoah était banal. C'est pas du tout ce qu'elle disait. Elle disait, c'est Eichmann qui est un type banal. Il est même pas méchant. C'est un petit raté. Enfin, c'est un petit fonctionnaire. Il a appliqué les ordres en fait. Oui, mais avec un zèle absolument dingue, parce que pour lui c'était aussi une façon, comme c'était quand même un carriériste, c'est une façon justement d'exceller aux yeux des chefs. Donc il envoyait les trains à Auschwitz, mais de manière très méticuleuse, enfin très pro. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est produit. Effectivement, le criminel de guerre, enfin le criminel contre l'humanité, tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui me ressemble, c'est moi. Donc c'est quelqu'un de banal, c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire. Et puis dernière chose, quand on aborde ces questions, des grands génocides du XXe siècle, des grands conflits, etc., des grands conflits violents, avec ce qu'on a en notre possession, c'est-à-dire les témoignages, les images, etc., on a toujours tendance à se placer du côté des victimes. On vous parle d'Auschwitz, vous lisez Primo Levi, Charlotte Delbo, plein de gens, Antelme, etc. On se sent proche mais on se sent jamais proche des SS qui ont fait ça. Parce qu'on est des victimes. Alors, donc ça, c'est une question que j'ai pas résolue. Pourquoi est-ce qu'on se sent automatiquement des victimes ? Et moi, ce livre, j'ai voulu justement prendre le point de vue des tueurs. C'est pour ça que d'où ce titre assez sec. Hein. Parce que je me dis, il y a aussi ce sont des humains, les tueurs. Hein. Les fameuses plaidoiries d'avocats souvent qui disent mon client a commis un acte monstrueux, mais mon client n'est pas un monstre. Hein. Ça, c'est souvent ce que disent les avocats dans des actes de barbarie, etc. Alors c'est ça, je me dis, mais est-ce que ce sont des monstres ? Et on se rend compte quand on va de près, dans tous les conflits, hein, Rwanda, Syrie, Troisième Reich, etc., on se rend compte qu'effectivement, la proportion de psychopathes, elle est guère plus élevée que ce qu'on peut croiser dans le métro ou dans la rue. Les psychopathes, il y en a, mais il y en a aussi dans la rue, on en croise. Voilà. Mais c'est pas 80% des tueurs, ce sont des psychopathes. C'est à peu près ce qui se passe dans une société normale, quoi. Alors en fait, c'est aussi la force des mots, puisque ce que je trouve très intéressant dans ce texte, hein, qui est très fort, hein, vraiment, c'est une claque en fait qu'on prend en tant que lecteur, c'est que tu alternes des paroles. Alors comme je disais au tout début, de grands mercenaires, de tyrans finalement, qui ne sont pas des monstres tout en étant, et à travers ce compte-rendu de leurs paroles, on voit la force de la terminologie dans l'idéologie. Et en fait, ces propos sont rendus en interrompant assez régulièrement la description des images, puisque j'ai envie de citer une phrase que tu dis au tout début, donc dans la méthode, tu as qualifié les divers moments du meurtre en fait, et dans la méthode tu cites Jean-Christophe Bailly, qui est un auteur que j'aime énormément, à image, s'il n'est pas lui-même image, le langage image le monde, stimule des images dont il est la légende. Il écrit ça dans l'imagement. Et ensuite, quand on lit les paroles de ces assassins animés par une forme de banalité qui est celle de garder du zèle, on est très très perturbé, très troublé par leur faculté à coller dans leur langage au plus près de leurs actes. C'est-à-dire tu as réussi à capturer chez ces personnes ce sens du devoir. Il y a quasiment peu de personnes qui regrettent, à part une ou deux fois, j'ai souvenir de... Donc elles sont ces paroles en fait que j'avais appelées paroles de bourreau dans mes fichiers sur mon ordinateur. Mais alors j'ai essayé de les classer un peu par thème. Il y a ceux qui découvrent l'horreur de la guerre,
et qui ont du mal, mais à un moment ils sont pris dans une sorte d'ivresse en quelque sorte. Tout à fait. Il y a ceux qui regrettent pas, qui disent mais moi c'était pas moi. Enfin, donc la déculpabilisation, c'est pas moi, je n'ai fait que suivre les ordres, j'étais obligé. Il y a ceux qui jouissent, qui disent moi j'ai fait ça, mais si c'était à refaire je le referai. Donc voilà, j'ai essayé quand même de les classer, et c'est terrible parce qu'il y a vraiment des paroles qui sont absolument dingues. Je pense notamment à Douch, qui était le commandant du camp S21 à Phnom Penh, donc mer Rouge, qui dit je ne suis pas sadique, je suis stoïque. Et c'est encore pire que s'il était sadique. Enfin, il y a quelque chose de très dur. Ou les Hutus au Rwanda, il y a un Hutu qui dit, qui confie, il dit qu'en fait, on lui a dit que les Tutsis étaient l'ennemi. Il dit, bah alors, donc pour moi, c'était l'ennemi. Donc les voisins avec qui on partageait l'eau, je les ai tués, et il conclut en disant, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, la méchanceté était à la mode. C'est glaçant, parce que c'est terrible. Et en fait, voilà, donc on trouve ces paroles-là. Alors, il y en a qui regrettent. Il y a un très beau documentaire c'est un Bosniaque qui était dans un camp de concentration, et qui était particulièrement sadique, particulièrement sauvage, etc., et particulièrement inventif dans les tortures et tout ça. Et lui, évidemment, il a fait de la prison, et il est très beau ce film, et il a voulu rencontrer les victimes, celles qui n'étaient pas mortes. Et donc ça donne des scènes d'une très grande humanité, parce que le type en question, je ne sais pas comment il s'appelle, enfin je le cite dans mon bouquin, il a conscience de ce qu'il a fait. Il en est effrayé, enfin, il s'effraie lui-même, il est même plus qu'effrayé, il est terrorisé, et en même temps il se dit j'ai même du mal à regarder mon passé, parce qu'il y a vraiment il y a de l'écran, c'est-à-dire que mon inconscient il bloque des trucs, mais donc il va à la rencontre de ces victimes, et parfois ça se passe mal, mais parfois ça se passe bien, enfin bon, il y a beaucoup de larmes, etc. Donc c'est quand même des moments de grande intensité humaine, même si effectivement cette intensité elle est aussi produite par des gens qui ont commis des actes absolument abominables, quoi. Dans ton écriture, il y a, parce qu'elle est très importante, hein, avec toi, j'ai oublié de mentionner au tout début de cette émission que tu es poète aussi, tu es musicien, on en a souvent parlé de la force de la musique dans l'écriture, et tu as écrit, j'ai envie de dire, avec des syncopes, puisque régulièrement, et de manière assez quadrillée, les descriptions des images que tu décris, je reviens toujours à l'image, sont interrompues par les paroles de ces bourreaux. Et du coup, ça nous met dans une situation assez désagréable en tant que lecteur, un peu comme si on recevait une rafale ou un tir ou une bombe. Mais j'ai aussi envie de dire qu'au bout d'un moment, cette avalanche de violence, hein, parce que une personne très émotive peut être très choquée au début par la lecture de ton livre, parce que c'est une description très froide, en fait, voilà, clinique, médicale, pratiquement. C'est ça. Telle personne, tel soldat entoure la victime est tapée, tu répètes plusieurs fois, un peu comme un thème musical, les actes qui sont perpétrés sur un individu, mais au bout d'un moment, va opérer cette sorte de léthargie dans la lecture. Tu as utilisé au début un mot qui nous rappelle la drogue. Moi, j'ai le sentiment qu'au bout d'un moment, dans ma lecture, je me suis sentie exactement comme ce bourreau qui va pratiquer le mal et qui, au bout d'un moment, s'en détache complètement. Et dans la lecture, l'effet que j'ai eu au départ, qui était d'une grande violence, ça me faisait violence de lire ces scènes de torture, je finis par les avoir accumulées et m'en détacher. Est-ce que c'est pas ça le plus grand danger Alors oui, tu as raison, mais c'est marrant parce qu'en fait j'ai eu deux types de réactions, le tien et la tienne, pardon. Et il y a des gens qui ont reçu le bouquin et qui m'ont dit je suis désolé, j'ai lu 20 pages, mais je peux pas aller au bout, je pourrais pas le lire. En fait, les deux réactions sont, alors une réaction c'est pas bon ou pas bon, mais les deux réactions sont recevables parce que effectivement moi j'ai voulu choquer. Alors pas pour choquer gratuitement, mais j'ai tenté de nous mettre sous le nez ce que l'homme est capable de faire, en fait. C'est assez simple au bout du compte. Donc il fallait y aller avec une écriture très froide, très clinique, hein. Enfin moi je me réclame un peu de la, en tout cas pour ce livre-là, de ce qu'on appelle la poésie objectiviste américaine, c'est-à-dire enfin pas d'ombre. C'est-à-dire on éclaire au ciel éthique, il y a pas d'ombre, il y a rien du tout. Je vous balance là ça. Et puis il y a aussi quelque chose moi qui m'a intéressé et que j'ai découvert finalement en écrivant. C'est-à-dire que donc je décris des images ou des petites vidéos souvent amateurs, donc de scènes d'ultra-violence. Alors
petite parenthèse, c'est toujours dans un cadre guerrier, c'est-à-dire dans un cadre légal. Enfin, c'est pas légal le crime de guerre, mais la frontière elle est floue là. Tout à fait, oui. Un serial killer, il sort dans la rue, il tue 5 personnes, il sait qu'il est d'emblée dans une illégalité, c'est-dire que d'emblée il se met en dehors de la société. Là, il y a une légalité. Il y a une légitimité. Il y a une légitimité. Donc, alors quelle est la on le voit bien avec le procès de ce jeune Russe là en Ukraine là, hier. Il a été donc les gamins. Et puis quand on le voit, il est tout mignon. Enfin, il a 21 ans. Ouais, encore une fois, la banalité du mal, quoi. Il a une bonne bouille, ce gamin. Mais il dit, moi, c'était les ordres, effectivement. Alors, elle est où la frontière? Donc moi, ça m'a quand même beaucoup intéressé. Et puis j'ai voulu donc par rapport à cette égalité, j'ai perdu le fil là, parce que je me suis moi-même piégé. Mais non, oui, donc être le plus froid possible. Et alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait je décontextualise les scènes. Pour éviter qu'on en fasse une lecture empirique, c'est-à-dire que c'est une scène qui se passe en Pologne en 1943, quand les Einsatzgruppen en fait avaient assassiné les gens, enfin les populations civiles, d'abord ce qu'on appelait la Shoah par balle. J'ai enlevé toute référence temporelle et spatiale, hein, pour qu'en fait on juge de l'acte. Que ce soit un Hutu ou un SS ou un Syrien, c'est pareil. Quelqu'un qui tue un enfant avec une balle dans la nuque, évidemment qu'il y a des contextes historiques différents, des explications historiques, des déterminismes. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est le côté anthropologique. Qu'est-ce qui fait qu'un humain peut arriver à couper un gamin en morceaux, quoi. Voilà, c'est terrible. Et puis alors, pour revenir au fil que j'ai retrouvé, le fait de décrire ces scènes, en fait, ça ralentit l'image. Parce qu'une image, on peut la regarder, puis on passe à autre chose. Ça va très vite. On jette un coup d'œil, une image. Ah, c'est affreux, je veux pas voir. Un texte, si on joue le jeu de le lire, évidemment, un texte, c'est lent à lire. Hein. Une page, c'est 1 minute 30, 2 minutes. Donc, en fait, on rentre dans l'image dans une espèce de lenteur, et on y entre avec le langage. C'est-à-dire que l'image, en fait, du coup, elle passe dans le langage. Et le langage, la langue, c'est justement ce qui fait qu'on est des humains. Donc, il y a aussi un truc un peu... Il y a une bipolarité et presque une sorte de paradoxe, quoi, finalement, avec la langue des humains, de décrire des actes inhumains. Je vais, si tu veux bien, lire un passage. J'essaye de trouver un passage qui ne soit pas forcément trop violent pour les auditeurs, mais qui va montrer, en fait, donc tu as une accumulation d'images que tu as numérotées. Donc là aussi, il y a un côté scientifique. Oui, très froid. Voilà, très froid. Alors, c'est l'image numéro 65. Des hommes en treillis, accompagnés de 2 hommes en civil, maintiennent fermement 3 prisonniers sur le toit d'un immeuble. Les prisonniers ont les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Les hommes parlementent entre eux, puis calmement, ils jettent un à un les prisonniers dans le vide. Les corps s'écrasent au pied de l'immeuble, rebondissent, se fracassent et sont accueillis par les acclamations d'une petite foule. Je donne celui-ci comme exemple parce que, comme tu le dis très bien, tu décontextualises même de manière spatiale chaque propos ou chaque scène, et tu le dis en ouverture, en fait, de ton livre. Et après, c'est presque une sorte de puzzle. On est quand même à chaque fois tenté de chercher qui a dit ça et qui fait ça. Mais au bout d'un moment, en effet, on est dans une sorte de magma qui est tellement volcanique qu'on ne sait plus. Mais tu commences le livre en disant « L'action est en Syrie, en Tchétchénie, en ex-Yougoslavie, en Algérie, en Israël, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Indonésie, au Mozambique, en Pologne, au Cambodge, en Palestine, au Libéria, au Paraguay, au Vietnam, en Espagne, en Russie, au Rwanda, en Libye, en Chine, en Afghanistan, en Birmanie, au Congo, en Haïti, au Nigeria, au Chili, en Italie, en Irlande du Nord, en France, en Turquie, aux États-Unis, en Irak, c'est-à-dire n'importe où. C'est-à-dire que tout ça, toutes ces images, toute cette propension à aller vers la violence, c'est à la fois n'importe où et partout. C'est partout. Quelque part, en écrivant ce livre, est-ce que tu veux aussi montrer la force de la lenteur et de la conscience, ou est-ce qu'on est tellement anesthésié par exemple, en ce moment, il y a l'Ukraine. Hein. Donc là aussi, encore, il y a alors des violences de toutes parts. Hein, oui, ça continue, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne cessons d'observer, d'être les témoins de cette perpétuelle violence. Il y a une solution avec l'écriture. Il y a le fait de l'avoir écrit. Est-ce que tu penses que ça pourrait nous ouvrir les yeux, nous permettre de nous arrêter vraiment ?
Ce qui pourrait nous ouvrir les yeux, c'est si le lecteur en fait se sent du côté du tueur. Non pas de manière solidaire, mais dire finalement les gens qui font ça a pas l'air des dingues. Hein. Alors, il y en a des dingues, mais voilà, pour revenir à cette question de la banalité du mal. C'est montrer finalement qu'on n'est pas forcément des victimes. Moi, je me souviens, mon père, moi je suis d'une génération où mes parents ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils étaient jeunes, et mon père était résistant. Et moi, quand je réfléchis, il voulait pas en parler, enfin il n'avait pas une âme de héros, puis je pense que c'était pas forcément un héros, mais il était tout jeune, il avait 19 ans en 44, donc c'était un gamin, quoi. Je me suis souvent posé la question, je dis, et moi j'aurais été quoi? J'aurais été, bien sûr que là aujourd'hui, dans le confort de notre 21e siècle, on est bien nourri, il n'y a pas de problème, etc. Bien sûr que idéologiquement, j'aurais été résistant. Mais qu'est-ce que j'en sais au fond? Alors tu parles de ce confort français finalement. Oui, parce oui. Que, actuellement, non, tout bien le sûr. monde n'est pas dans ce confort-là. Non, bien sûr. Mais en tout cas, on est dans des pays en paix, comme le Maroc. On est en paix. On a Internet, bientôt la 5G, enfin tout va plus ou moins à peu près bien. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais bon. Mais bon, on n'est pas envahi. Je veux dire, on n'est pas les Ukrainiens, quoi. Il n'y a pas une armée qui débarque. Tout à fait. Est-ce que le danger, c'est pas d'idéaliser aussi tous ces actes héroïques d'un côté comme de l'autre? Ouais, moi je sais pas parce que j'ai jamais, par mon père, je l'ai jamais idéalisé parce que lui-même il en parlait pas, ça l'intéressait pas. Du oui, bah voilà, j'ai fait ça parce que voilà, mais d'ailleurs il disait aussi, il dit moi je suis devenu résistant parce qu'en fait on m'a cravaté pour partir en Allemagne au STO. Tout à fait. Donc il me disait mais tu sais c'était pas héroïque, moi j'ai sauté du camion. Il était dans les Alpes, je suis sorti du camion, il partait à Grenoble, etc. Donc c'était voilà. Après, moi je trouve que il a une très belle, c'est très beau d'avoir fait ça. Mais moi qu'est-ce que je serais aujourd'hui si les Russes débarquent demain à Paris ou n'importe où, est-ce que je vais résister? Je dirais, est-ce que j'aurai le courage? Est-ce que j'aurai les moyens? Est-ce que j'aurai la force? Les gens qui ont des boulots, ils peuvent pas quitter leur boulot. Comment ils vivent? Enfin, c'est pas si simple que ça, je pense. Et donc cette espèce d'héroïsme qu'on a tous un peu en fantasme, ben moi je demande à voir quand même, parce que on a bien vu pour le cas spécifique de la France en 40, il y a quand même des gens très bien. C'était pas forcément des fascistes hein, qui ont collaboré parce que pour faire un peu de fric, parce qu'ils avaient la trouille, parce qu'ils avaient un service à demander, parce qu'il y en avait qui avaient des revanches à prendre sur le voisin, qui faisait trop de bruit ou je sais pas quoi. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on peut devenir d'abord un collaborateur, enfin, et de là on peut devenir un tortionnaire. Oui, on est complice par désir que les choses ne changent pas tant que ça. Oui. Et puis sans compter aussi pardon, je t'interromps, mais sans compter aussi moi je me souviens, on l'a bien vu en France avec les vagues d'attentats islamistes donc dans les années 2010, et il y avait des gens, on sentait qu'ils étaient, ils disaient demain il y a bon, on se souvient tous du 13 novembre, mais demain il y a Assad multiplié par 10, il y a des gens qui vont prendre des armes et qui vont aller tuer des Maghrébins. Qui sont des types sympas, enfin il n'y a pas de problème, mais ça peut être la trouille d'une guerre civile. Ouais, en fait. Ça va très vite. Un père de famille dont le gamin a été tué dans un attentat, etc. Il peut très bien péter un câble, comme on dit vulgairement. C'est pas si on n'est jamais si loin de tout ça. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'en fait c'est pas très loin. C'est-à-dire qu'on peut très vite basculer. Quoi. Moi, j'ai le sentiment qu'on a déjà très vite basculé. Oui. Que, dans ton livre, il y a l'importance des corps. Il y a une description perpétuelle sur l'acharnement qu'on peut avoir sur les corps et qui finissent par tellement affaiblir la personne qui est attaquée qu'elle n'a plus parfois même conscience. On devient assez vite une sorte de sac de chiffon qu'on tape, qu'on agresse, on coupe des morceaux. Enfin voilà, on est dans une sorte de grande boucherie. Mais finalement, tu parles aussi des médias, puisque tu parles de l'image. Les médias sont aussi les objets, les outils de ces idéologies. Et j'ai vraiment le sentiment depuis... alors on parle des guerres là dans ton travail, mais pour moi on a aussi traité par exemple la question sanitaire comme une guerre qu'on mène contre une sorte d'ennemi invisible. Mais finalement tout ça, est-ce que c'est pas une manière de continuer à nous rendre totalement inaptes à la réaction? On parle de complicité, on parle... Est-ce que en faisant en sorte de se taire pour que les choses ne changent pas, on n'est pas déjà perpétuellement, même quand on ne fait rien, des bourreaux même à notre égard, parce que on veut que nos corps restent confortables comme on les imagine. Or, c'est souvent en faisant ainsi qu'on les contraint à ne plus être des corps actifs.
Voilà. Tu parles de ton père qui est résistant, mais finalement, alors lui, il a trouvé ça comme échappatoire, hein, il a résisté pour échapper au STO, mais à la fois, il est devenu un corps actif, il est devenu donc un corps en mouvement. Et quelque part, il y a aussi la notion de liberté, voilà, parce que toutes ces scènes dont tu parles sont des scènes où des gens sont totalement privés de leur liberté. C'est liberté de mouvement, liberté de réflexion. Voilà, il y a des scènes de torture qu'on connaît tous, hein, quand on a lu... voilà, tu parles de Charlotte Delbo, des textes sur l'Algérie, des textes d'Henri Alleg, etc. On va très vite dans la contrainte des corps, en fait. Et est-ce que tout ça, c'est pas une question d'approche de la liberté ? Oui, évidemment. Mais disons que dans un conflit armé, tout ça est surchauffé. C'est-à-dire que tout d'un coup, je veux dire, il y a ce qu'on appelle l'hyperviolence, quoi, tout de suite, et de monsieur tout le monde. Hein, parce que de plus en plus, les conflits, en fait, sont confiés aux civils et les victimes sont civiles. Je me souviens, là, il y avait une petite anecdote un peu drôle. Coluche disait, dans les années 70, il disait, la prochaine guerre, si on veut en réchapper, on aura intérêt à être militaire. Parce que c'est vrai que depuis le milieu du XXe siècle, en fait, c'est les civils qui morflent. Enfin, c'est quand même globalement, et bien sûr qu'il y a des militaires aussi, mais quand on voit la Première Guerre mondiale, pas trop. Mais à partir de 39-45, je veux dire, c'est quand même les populations civiles. Je parle même pas des Juifs dans les pays de l'Est. Mais tout le monde, voilà, le Vietnam, c'est terrible. Enfin, c'est un conflit armé où les victimes sont très largement, majoritairement des civils. La Syrie, enfin partout, hein, la Serbie, enfin l'ex-Yougoslavie, c'est les populations civiles. Donc c'est vrai que là on est vraiment dans un truc où il y a un risque pour sa vie, de manière violente. Enfin, mourir sous la torture, j'imagine, ça doit pas être très drôle quand on vous arrache les ongles et qu'on vous arrache les yeux. C'est intolérable même à imaginer. Bien sûr. Certaines scènes. Voilà, et sans compter aussi qu'il y a des oreilles et tu dis mais c'est terrible, on n'arrive pas à décoller la tête d'un homme, c'est affreux. Il y a un raffinement absolument dingue. Oui, il y a une forme de raffinement comme les tortures chinoises. Enfin, moi, ça me rappelle les textes de Georges Bataille. Et je pense que ces assassins-là n'ont jamais lu Georges Bataille, donc ils ne connaissent pas cette forme. Non, mais il y a une pulsion de mort, enfin, ce que dire pour faire une petite parenthèse vers la psychanalyse, mais il y a vraiment la pulsion de mort à l'œuvre. Mais il y a aussi quelque chose, un phénomène assez étrange. C'est que les victimes, c'est-à-dire que quand quelqu'un passe entre les mains d'un bourreau et que son corps est martyrisé, le corps devient lui-même une sorte de... le corps martyrisé devient une sorte de souillure. Et le bourreau a tendance... Moi j'ai eu pas mal de témoignages comme ça. C'est-à-dire qu'après avoir tué sa victime dans des conditions absolument dégueulasses, hein, couper les membres, tout ce qu'on veut. La victime, après, elle ne ressemble plus à un humain. Donc, ça légitime l'acte du bourreau. Je dis, mais en fait, c'est une rose. Il n'est rien. C'est du rien. Donc j'ai bien fait de le tuer. Ça ne se passe pas comme ça dans la tête. Non. Mais, donc, il y a aussi une transformation du corps qui transforme le regard qu'on a sur l'autre, quoi. Et c'est vrai que quelqu'un qui en a coupé les oreilles et les pieds et qui est en train de mourir dans une mare de sang, on se dit, cette espèce d'objet est affreux, donc j'ai bien fait de le martyriser. Ouais. Et donc il y a aussi un basculement, c'est-à-dire qu'on est l'œuvre, on est celui qui transforme le corps en cadavre, et une fois que le cadavre est là, on se dit mais finalement c'est affreux un cadavre et j'ai bien fait de le tuer. Donc il y a quelque chose de complètement absurde, quoi. Dans les livres que tu cites à la fin de tes sources, parce que moi c'est une question qui m'a beaucoup intéressée aussi, donc j'ai regardé ta bibliographie, j'ai regardé quelles sont tes sources. Il y a un texte qui est admirable de Philip Sands, qui alors en français c'est Retour à Lemberg, moi j'ai lu en anglais c'est East End, West End. Ouais, c'est ça. Et il dit quelque chose de passionnant parce que lui est vraiment aussi alors retourné sur les lieux de son enfance, et en fait les lieux de son enfance, puisqu'une partie de sa famille a été déportée dans les camps, sont aussi les lieux où il y a un dignitaire nazi absolument effroyable. Il a écrit un livre sur lui d'ailleurs, son livre suivant. Hein, ouais. Et à un moment, il s'interroge sur la question, puisque il a fait partie aussi des personnes qui se posent la question de crimes contre l'humanité, et il s'interroge sur le regard que porte le bourreau sur sa victime, et qu'au moment où le bourreau ne peut plus considérer que celui qui est en train de taper pourrait être son frère, on est dans l'accélération de la violence. C'est là qu'il a toute la légitimité. Et moi, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué, parce que justement, dans les idéologies par exemple racistes, parce que derrière tout ça il y a énormément de racisme. Bien sûr, ouais. Il y a un moment on a l'impression qu'il n'y a plus de frères en fait. Ouais.
Et c'est assez troublant puisqu'on grandit aussi avec l'idée qu'on est égaux, plus ou moins. Oui, et puis Quand qu'on est enfant, protégé par notre, voilà, on est protégé. par notre carapace morale, religieuse, pour ceux qui, voilà, culturelle, intellectuelle, etc. Et puis, mais manifestement, ça lâche assez vite, quoi. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. C'est terrifiant, c'est terrifiant. On va clôturer, je pense. Tu termines ton livre, c'est rare que je parle de la fin des livres, mais finalement, tu utilises souvent le mot ritournelle et ce livre fonctionne aussi comme une ritournelle, donc on peut ne jamais cesser de le lire. Tu termines ton réquisitoire finalement, ou j'ai envie de dire ton abattoir d'anthologie de la violence, par un texte que là aussi je conseille vraiment à tout le monde de lire, qui est un assez court récit de Jean Quérol qui s'appelle Nuit et brouillard. Et avec ce texte-là et un ou deux autres auparavant, tu changes de... Parce que je sais que c'est important pour toi, la manière dont on regarde ton texte. Tu changes de taille, de police, de caractère. Et je vais lire ce passage, si tu veux bien, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. « Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Il y a nous, qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. » Et en fait, nous ne cessons de crier finalement. Pourquoi à la fin, tu changes, comme tu le fais parfois dans tes textes poétiques, de lettrine, de police de caractère? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux qu'on s'alarme? Tu veux qu'on regarde? Oui, qu'on s'alarme, oui, certainement. C'est en fait une sorte de conclusion. Il y a 4 phrases qui sont du coup des paroles de victimes. Hein. Comme si finalement, à la fin, il faut quand même que les victimes aient leur mot à dire. Donc c'est pas une morale de l'histoire, c'est une conclusion sur... Finalement, ce sont des commentaires en fait sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire sur ces boucheries absolument sans nom et que j'ai quand même essayé de décrire, enfin d'affronter. Et il y a la très belle phrase de Primo Levi. Il dit ici il n'y a pas de enfin c'est un garde SS qui lui dit ça parce qu'il pose une question et le garde répond ici il n'y a pas de pourquoi. Et je crois que c'est la plus belle réponse, c'est-à-dire que c'est une réponse en forme de question. C'est vrai que j'ai pas la réponse de savoir qu'est-ce qui fait qu'on devient des bourreaux et des bourreaux voilà, mais donc en fait ça termine sur une question, mais qui, comme toute question, elle doit aussi nous interroger nous-mêmes dans notre parce qu'on pense qu'on est tous, on pense pas qu'on soit protégé d'être une victime, mais on pense qu'on est tous protégés d'être un bourreau. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est vraiment protégé de ça, quoi. Je vais te remercier. Merci. On va clôturer cette première rencontre littéraire. Je vais clôturer en redonnant le titre de ton livre, Tueur, de Jean-Michel Espitalier, aux éditions Incultes, qui ont écrit Récit. Et en effet, ça te convient assez bien. Hein. C'est souvent ce que tu sais le mieux écrire, je trouve. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Stéphanie.